La France, à l'heure de l'antisémitisme, l'affaire Benalla, avec quelques nouveaux rebondissements, comment on sort de la crise des Gilets jaunes, c'est avec tout ça qu'on va parler, dont on va parler ce matin, de tout ça dont on va parler ce matin avec Florian Bachelier, qui est le premier questeur de l'Assemblée nationale et qui est également député de La République En Marche. Florian Bachelier, bonjour. Bonjour. Alors hier, la France s'est rassemblée à Paris, mais dans de nombreuses villes en province. C'était utile ce moment d'unité nationale ? Je crois que c'est toujours utile. Moi, je retiens l'émotion de l'unité, de l'union nationale. J'aurais préféré, pour tout vous dire, que le Rassemblement national soit invité pour vraiment faire corps, à partir du moment où il est un parti républicain et déclaré comme tel. Je pense qu'il ne fallait pas l'exclure. Mais c'est un moment important d'émotion. Mais au-delà de ça... Vous y étiez, vous ? Non, je n'ai pas participé. J'étais retenu à une réunion. Je n'ai pas participé et je pense qu'au-delà de l'émotion, il faut vraiment qu'on soit dans l'action. Et c'est un peu d'ailleurs ce que rappelaient le président de la République, bien évidemment, et puis également le président Sarkozy. Alors, et le président Hollande. Il doit se prononcer ce soir, faire un discours au CRIF, au dîner du CRIF. Vous y serez au dîner du CRIF ? Non, je n'y serai pas. Non plus. Mais il y a un discours du président de la République qui est attendu. Est-ce qu'il doit annoncer des réformes, justement, pour lutter contre cet antisémitisme ? Alors moi, ça peut sembler paradoxal, mais je pense que le législateur que je suis ne doit pas avoir le réflexe premier de faire des lois dès qu'il y a une difficulté ou dès qu'il y a un drame. Ça fait, je pense, des années que nous subissons cela et nous voyons, je crois que nous devons faire d'abord en premier lieu un constat en humilité, vraiment, sur les résultats que produisent la lutte, le combat contre l'antisémitisme et plus généralement contre les violences dans le débat public. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Et donc, il y a évidemment un arsenal judiciaire qui existe, il y a une discussion sur l'arsenal technologique, mais je pense que moi, la discussion principale, c'est comment est-ce qu'on fait pour aiguiser l'esprit critique des jeunes citoyens. C'est à l'école. C'est l'école primaire, c'est là que ça se passe. Est-ce qu'il faut quand même réguler un peu les plateformes ? Vous parliez de réponses technologiques. Est-ce qu'il faut réguler ou demander aux plateformes Internet, justement, davantage de responsabilité ? Moi, je crois que oui, il faut leur demander de réguler. C'est ce que va demander le président de la République ce soir ? Alors, je ne vais pas vous livrer de scoop, M. Traire, malheureusement, mais je pense, il a déjà eu l'occasion de le dire, qu'il faut vraiment qu'on avance d'un pas et d'un pas fort, qu'on sorte d'une forme de naïveté par rapport à ces outils, à ces plateformes. Le combat contre l'obscurantisme, il existe depuis des années, des siècles même. Mais ce qui a changé, c'est le contexte mondial et le fait qu'on est sur de l'information de masse, et notamment de la contre-information de masse, numérisé en temps réel. Et c'est sur ça qu'on doit travailler. Et il ne faut pas que le débat public qui se passe largement sur les réseaux sociaux soit exclu des règles du dialogue républicain. Et j'ajoute un point, M. Schreier, sur lequel moi je serai extrêmement vigilant. J'ai vu tous les responsables publics et politiques qui étaient présents à la manifestation hier. Je serai extrêmement vigilant, moi, sur l'attitude que les responsables politiques auront demain, et notamment les mots qu'ils utiliseront. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le champ lexical des 200 familles, celui de l'oligarchie financière, celui de la banque Rothschild. On l'a entendu pendant des mois. La campagne, et depuis qu'on est aux responsabilités, et puis venir rendre une émotion réelle et sincère, je l'imagine évidemment, mais qui doit être poursuivie aussi des faits, en ce compris dans le comportement même et les mots qu'utilisent les responsables publics, tous les responsables publics. Alors, Alexandre Benalla, qui a empoisonné l'actualité pendant plusieurs semaines, notamment cet été, l'été dernier, est actuellement en détention provisoire pour violation de son contrôle judiciaire, c'est normal ? Alors, moi, je suis troublé, M. Schreier. En fait, je suis malheureusement conforté dans un trouble. C'est-à-dire ? Ça fait des mois que la curée se poursuit et qu'on assiste à la violation totale de la séparation des pouvoirs. Encore ce matin, sur le plateau d'Europe 1, j'entendais M. Retailleau. Encore hier, sur un plateau de BFM, j'entendais des sénateurs, les Républicains, se draper dans le principe de la séparation des pouvoirs pour mieux le fouler après. Ils ne peuvent pas s'ériger en juges politiques, ce ne sont pas les Torquemada du XXIe siècle. Et aujourd'hui, je constate qu'on mélange tout. C'est-à-dire, ce que je dis depuis le début, et peu importe les amitiés, les obédiences politiques, les trajectoires politiques, c'est pas ça le sujet. C'est que ce pays tient aussi sur un principe essentiel qui est la séparation des pouvoirs. Néanmoins. Et donc,
je suis de ceux qui ne commentent jamais, et c'est peut-être mon ancienne casquette d'avocat qui me fait être beaucoup plus prudent sur les décisions de justice et les actes de procédure. Personne n'était dans le bureau du juge des libertés et de la détention hier, et j'ai vu, avec délectation, je crois, des responsables politiques des Républicains, notamment des sénateurs, s'ériger en juges politiques ce matin, et ça me trouble violemment. Oui, mais il y a une commission d'enquête sénatoriale qui s'est réunie, qui a rendu son rapport. Ça, c'est autre chose. Et qui dit deux choses, principalement. D'abord, elle demande des poursuites judiciaires contre M. Benalla. Ça vous paraît pertinent ? Moi, j'ai tendance à penser que la justice, c'est un sujet suffisamment sensible et complexe pour la laisser exercer par des professionnels dont c'est la formation et le métier. Eux, ils ne se transforment pas en juges. Ils demandent à la justice... Je dis, moi, depuis le départ, c'est mon point de vue personnel. D'ouvrir une procédure. C'est mon point de vue personnel. Je vous dis que je pense que les parlementaires ont suffisamment à faire et que les juges... ont suffisamment à faire. Et moi, je suis de ceux qui disent, et peu importe, je dis la même chose pour le président Sarkozy, je dis la même chose pour Marine Le Pen, je dis la même chose pour Éric Woerth, je dis la même chose pour tout le monde. Chacun chez soi. Non, mais c'est que c'est trop complexe et trop sensible pour le laisser faire, nous, et venir commenter sur les plateaux. Un autre sujet Donc, laissons la justice faire son travail sur tous les dossiers. Un autre sujet qu'évoque la commission parlementaire, et c'est intéressant, parce que vous avez été particulièrement en pointe pour tout ce qui est moralisation de la vie publique, c'est de dire la commission d'enquête demande la fin des collaborateurs officieux de M. Macron. Vous approuvez ? Ça fait partie des pistes de discussion, si au moins il peut en ressortir des éléments d'organisation, mais je crois que l'Élysée n'a pas attendu le rapport pour se réorganiser. Est-ce qu'il faudrait ériger un code de conduite ou de fonctionnement de l'Élysée ? Certainement, mais encore une fois... Oui, vous êtes pour la création d'un code ? Non, mais... En disant, voilà, il faut tant de collaborateurs, les collaborateurs officieux sont interdits. Remettons les choses dans l'ordre. Concrètement, c'est une affaire qui est tout sauf une affaire d'État, ce qu'on disait depuis le début, et une affaire judiciaire. Et il y a des actes de procédure. Et il y a des condamnations, le cas échéant, qui vont être pronosées par un juge. Néanmoins. Donc moi, je ne vais pas vous dire, en tant que parlementaire, ce qu'il convient de faire sur les résultats de l'enquête de la commission parlementaire du Sénat. Pour le fonctionnement de l'Élysée, est-ce qu'il faut qu'il y ait des règles qui soient instituées interdisant certaines choses? Je pense qu'il y a eu certainement des dysfonctionnements, que ça a permis de les relever. D'ailleurs, encore une fois, l'Élysée n'a pas attendu la commission du Sénat pour les relever. Quand même, et évidemment, il y a un sujet. Hein. Si à la fin des fins, il y a une enquête judiciaire qui est menée, c'est qu'il y a une difficulté. Et je crois que c'est au juge de faire justice. La prévention des conflits d'intérêts de certains collaborateurs, en référence au contrat négocié avec un oligarque russe par Alexandre Benalla, auprès d'Emmanuel Macron, dit que justement, il faut cesser tout cela. C'est une réalité. Mais de la même façon, c'est une réalité. Ce sont des faits rapportés, donc j'imagine qu'il y aura une instruction, qu'il y aura une enquête. Moi, je ne suis pas chroniqueur judiciaire. Et je pense que... Elle vous dérange, cette affaire, quand même, hein. Non, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est qu'on... Vous avez du mal à répondre. Non, c'est pas ça. Mais je vous dis sincèrement ce que je pense. Ce serait facile de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le principe de séparation des pouvoirs, ce n'est pas un principe qu'on foule au pied comme ça. Ça vous arrange de vous ranger derrière. Mais pas du tout. Je le dis de la même façon pour tous Est-ce qu'elle vous a heurté, cette affaire Benalla politique. Est-ce qu'elle vous a heurté ? Ce qui m'a heurté, c'est qu'on se serve, qu'on instrumentalise, que le Sénat, notamment la commission des lois du Sénat, instrumentalise une affaire judiciaire. C'est une affaire judiciaire. Vous estimez qu'il y a une manœuvre politicienne derrière ça ? Concrètement, de la part de qui ? La seule loi qui a été bloquée, c'est la réforme constitutionnelle. Donc c'est au fond la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Mais de la part de qui ? Des sénateurs au mois de juillet. Mais il y a des sénateurs LaREM aussi au Sénat. Mais pourquoi ? Mais bien sûr, mais vous avez remarqué que pour le moment, nous ne sommes pas majoritaires. Oui. Et indépendamment de ça, c'est quand même révélateur aussi que le seul sujet politique sur lequel les sénateurs se sont arc-boutés et ont refusé d'avancer, c'est la réforme institutionnelle. Et il y a quoi dans la réforme institutionnelle ? Il y a la réduction du nombre de parlementaires. Et vous savez pourquoi on va le faire ? Parce que c'est un engagement qu'on a pris. Alors je sais que ça n'a pas été forcément à la mode jusqu'ici de tenir ces engagements, mais nous c'est notre méthode. Elle va avoir lieu cette réforme institutionnelle ? C'est notre méthode. Bon.
Néanmoins, vous dites qu'il faut plus de transparence à l'Élysée, dans le fonctionnement de l'Élysée. Je crois qu'il faut, dans le débat public, qu'on aille plus loin dans la transparence, l'exemplarité, dans le fonctionnement, la lisibilité des institutions. Il y a énormément de fantasmes aussi liés à une méconnaissance du fonctionnement global. C'est ce qu'on voit aussi à l'Assemblée nationale. Quand on transforme l'Assemblée nationale pour la rendre plus efficace, c'est quoi au fond? C'est de se dire, tirer constat de ce qu'on a vu au moment où on a été élu. On n'a pas oublié, on n'a pas attendu novembre dernier, on n'a pas oublié les conditions dans lesquelles on a été élu, c'est-à-dire un taux d'abstention extrêmement fort et en phase finale, 4 blocs entre 20 et 25 points, donc susceptibles de se qualifier, qui étaient l'extrême droite, l'extrême gauche anti-européenne, une droite qui se radicalisait et nous. Ce sont 2 messages qu'on nous a envoyés sur la dégradation, voire la rupture du lien de confiance avec les citoyens. Et c'est sur quoi on travaille depuis le début, pas qu'avec des textes, mais avec des pratiques. Pour avoir assisté à quelques débats, et notamment à un débat où était présent le Premier ministre à la télévision, une des questions qui revenait, c'était le train de vie, justement, des hommes et des femmes politiques, notamment des anciens présidents. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin pour rendre ce train de vie plus transparent, moins dispendieux? On parlait notamment des anciens présidents de la République qui ont droit à certains avantages. Est-ce qu'il faut supprimer tout ça? Moi, le républicain que je suis ne vous dira jamais qu'il ne faut pas protéger et assurer un secrétariat pour les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Moi, c'est mon point de vue. Mais surtout, ce que je remarque, et notamment dans le cadre du grand débat national, c'est les retours de mes concitoyens que j'ai sur justement cette croyance populaire, en tout cas dans cette conviction que rien n'est fait, que tout ça n'est pas transparent et exemplaire. Et à chaque fois, je me rends compte que en fait, il y a une méconnaissance de l'action de fond que nous produisons. Je vous prends un exemple. Sur l'Assemblée nationale, la première décision qu'on ait prise, applicable au 1er janvier 2018, c'est l'alignement sur le droit commun du régime des retraites des députés. C'est-à-dire, concrètement, et personne ne pleurera dessus, moins 37% de pension retraite pour les députés qui ont été élus en juin 2017. On a fait la même chose sur le système de protection chômage. On a supprimé les avantages des anciens députés. Beaucoup a été fait déjà, c'est ça que vous me dites. Et il faut continuer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, mais il y a déjà un gros sujet sur rien que le fait de bien être conscient du prix de la démocratie et du coût. Il faut continuer dans quel domaine? Du Parlement. Sur quel terrain? Il faut continuer sur la mise en place concrète des outils qui permettent de rationaliser la dépense publique. Moi, je crois, et depuis le début, je le dis, qu'on peut faire mieux avec moins. D'accord. Comment on sort de la crise des Gilets jaunes? Référendum? On en sort. C'est votre souhait? Alors, il y a déjà une première réponse qui était celle des 11 milliards sur la table. Une deuxième, l'accélération, le débat national politique, qui est celle du grand débat national. Et puis, je pense qu'il y a une réponse aussi d'assumer le retour de l'ordre républicain. D'accord. Je crois que il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Là, mais comment ça peut s'arrêter? Moi, je considère. Il faut que ça s'arrête les manifestations du samedi. Ça commence. Mais oui, moi je crois. Mais comment on les arrête? Je crois qu'il n'y a plus de gilets jaunes qui portent des revendications sociales dans les manifestations du samedi. Je pense qu'il y a des casseurs et qu'il y a des complices. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc il faut que ça s'arrête parce que la crainte que j'ai moi au fond, je suis député de Rennes, c'est que les commerçants qui sont empêchés depuis des semaines en viennent à s'en prendre violemment et physiquement aux casseurs et que ça dégénère. Et je vais vous dire, j'échangeais avec la préfète de la région Grand Ouest. Elle me faisait un bilan sur les CRS blessés. Sur la région Grand Ouest, c'est 110 CRS qui ont été arrêtés. 92 avec une ITT. Ah oui. 92 avec une ITT de plus de 30 jours. Une interruption de plus de 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier cas que j'avais, c'était un jeune CRS qui avait ses 6 dents arrachées avec les racines parce qu'il s'était pris une grille. Vous n'avez pas parlé de la sortie politique. Donc il faut que ça cesse. La sortie politique, c'est un référendum. Et la sortie politique, alors ça fait partie des pistes, mais là encore, dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je n'y crois pas, mais il faut attendre concrètement ce qui est proposé, ce qui ressort du grand débat national. Et d'ailleurs, j'invite les Rennais à venir jeudi soir à la Maison des Associations pour assister. J'y serai avec mon collègue Moustapha Lamid. Vous ne prendrez pas la parole, vous écouterez? J'écouterai. D'accord. On est avec Florian Bachelier dans les studios du Figaro ce matin, et c'est Jérémy Pontieux qui nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour Monsieur Bachelier. Alors bonjour. Beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, sur notre page Figaro.fr et Facebook. Première question, c'est le commentaire qui demande tout simplement quel est votre rôle exactement à l'Assemblée nationale. Il aimerait bien avoir des précisions. Il voudrait savoir ce que c'est que le premier questeur de l'Assemblée nationale. Ça, je crois. Question qu'on me pose souvent. Alors, les questeurs sont en charge, pour le faire simple, du budget, des finances. C'est les ministres des Finances de l'Assemblée nationale. Des ressources humaines et aussi de la sécurité de l'Assemblée nationale et donc en lien avec le commandement militaire, justement de la protection, pour faire lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, de l'institution. Oui. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale coûte moins cher que par le passé? Alors, il continue de coûter moins cher. Mais quand vous regardez, c'est 1,20 € par mois par foyer fiscal en France, le coût de l'Assemblée nationale. D'accord. Je connais beaucoup d'institutions qui... Donc ça fait 15 € par an, quoi. Pourrait prendre exemple. Ça fait 15 € par an. Oui, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'arrêter, mais il faut... Et là, vous prenez en charge les retraites. Vous prenez en compte les retraites, tout ça? Mais bien sûr, tout. Et je comparais, mais c'est très révélateur, ça, parce que ça fait partie de cette espèce de fantasmagorie inhérente, où dès qu'on parle d'institution et de coût de l'institution, on s'en émeut plus rapidement. Voilà, vous avez dit. 15 € par an. Ouais. Par foyer fiscal. Et je voulais que je vous dise le coût de la dette par jour. Dites-le. 100 millions. Voilà. Autre question. Autre question, alors c'est une question qui revient souvent, mais Audrey l'a posée. Pourquoi ne parle-t-on pas des églises vandalisées ? Alors on en parle, ça a été le Premier ministre notamment et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ont fait des déclarations pour justement rappeler que l'antisémitisme, ça ne concerne pas uniquement les Juifs, bien évidemment, et qu'il n'y a pas que ce combat-là. Je l'étendais tout à l'heure à toutes les violences, évidemment contre les croyances, contre les religions, mais également contre les responsables publics et les journalistes. Et c'est là où il ne faut pas se tromper, c'est quand on touche à un élu, quand on touche à un représentant d'une religion, on ne touche pas juste à la personne, on touche à la République, on touche à l'institution. Et c'est pour ça qu'il faut être doublement précautionneux et doublement vigilant. Et c'est pour ça que les mots ont leur importance. Et vous parliez tout à l'heure de sortie politique, là aussi, vigilance accrue et déterminée sur les mots qu'emploieront les responsables publics demain. Vous avez publié sur Twitter les insultes que vous aviez reçues sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous c'est une manière... Pardon ? Quelques-unes. Sur quelques-unes, effectivement. Est-ce que pour vous c'est une manière efficace de lutter peut-être contre la haine sur Internet, de les exposer de cette manière ? C'est largement insuffisant. Je me suis posé la question, parce que je suis pas le seul, on est... 80 députés au total touchés, enfin, toutes les institutions sont touchées, peu importe les bords politiques d'ailleurs. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on n'alimente pas au fond Et c'est en échangeant avec mes concitoyens rennais que je me suis dit qu'il n'y avait pas la conscience du niveau de violence, d'insultes évidemment, mais de menaces de mort, et notamment de menaces physiques. Moi j'ai eu un jeune homme en cagoule devant chez moi, à 7h30 du matin, devant mon domicile personnel. Domicile personnel ? Bien sûr. À Paris ? À Rennes. Et c'était... et vous vous rappelez aussi de l'épisode de l'incendie du domicile familial du président de l'Assemblée nationale. Et donc on voit que tout ça monte en pression et que, moi c'est ce que je crois, qu'il faut vraiment que chacun s'attache au sens des mots qu'il emploie. Et que chacun agisse en responsabilité. J'insiste aussi sur ce point parce que quand vous avez des responsables politiques qui parlent de Kennedy, quand vous avez des responsables publics qui participent à une marche sur l'Assemblée nationale, quand vous avez des responsables politiques qui parlent d'éborgneurs et de barbouzes en parlant des policiers, des gendarmes français, ça a un sens. Évidemment, eux ne s'en prendront pas physiquement. Eux, on l'insulte uniquement numérique, c'est pas le sujet. Mais derrière, vous engagez des gens qui sont... Vous créez un climat, exactement. Toujours sur cette question, d'ailleurs, justement, Vanessa, sur la question de l'anonymat, nous dit « Avec la levée de l'anonymat, c'est la fin de la liberté d'expression et de la pluralité sur Internet. De moins en moins de monde osera donner son avis s'il ne va pas dans le sens de son employeur, chef, etc. Ouais. » Vous pensez que c'est une bonne, mauvaise mesure ? Vous êtes pour la levée de l'anonymat, vous, personnellement ? J'ai un a priori favorable à la levée de l'anonymat, pardonnez-moi, qui est d'ailleurs un pseudonymat sur Internet. Mais j'ai une discussion nourrie avec un de mes collègues qui s'appelle Éric Botorel, député des Côtes-d'Armor, et qui est aussi beaucoup sur ce sujet. Je pense qu'il faut réguler. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que faire respecter les règles de la République
aussi sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est plus efficace de faire réguler les plateformes directement. Voilà. Sur la question de l'antisémitisme, Elisabeth nous dit, trouvez-vous que l'on enseigne suffisamment l'histoire de l'Holocauste dans les écoles? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire encore davantage aujourd'hui? Là aussi, humilité totale de tous les responsables publics. Quand on voit en décembre dernier une étude qui montrait qu'un Français sur 10 ne savait pas ce qu'était la Shoah et qu'un jeune sur 5 ne savait pas de quoi on parlait quand on parlait de la Shoah, ça veut dire qu'on ne fait pas suffisamment. On fait beaucoup, et on ne nous a pas attendu d'ailleurs pour faire, et il y a un plan qui va permettre de faire encore plus, mais il faut, encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, qu'il faut qu'on aille par tout moyen aiguiser le sens critique. Évidemment, la lutte contre l'antisémitisme, mais derrière ça, c'est la lutte contre l'obscurantisme. La gradation de l'information, l'éducation aux médias, l'éducation au numérique, et au fond, au sens critique des jeunes citoyens en devenir. La ville de Nice teste la reconnaissance faciale avec des volontaires pendant le carnaval et Pat nous dit cela n'empêchera pas les attentats sous prétexte de sécurité, notre espace de liberté diminue. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de faire? Est-ce que vous êtes favorable à la reconnaissance faciale? Vous voulez que je me fâche avec le questeur Eric Ciotti? Ça fait partie des pistes, là aussi, où il faut qu'on sorte, faut qu'on soit très pragmatique. Évidemment, l'élément fondamental, c'est la protection des libertés essentielles, des libertés fondamentales, mais on a un besoin de sécurité et un contexte qui a changé. Il faut qu'on sorte des dogmes. Là aussi, on avait ce même débat sur les vidéos, la vidéoprotection, il y a quelques années, quelques mois. Maintenant, c'est quasiment courant. Notamment à Rennes, où maintenant, vous avez la police qui demande à avoir des caméras équipées, justement pour se protéger elle-même. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique, qu'on soit dans la formation et dans l'information. Donc vous êtes plutôt pour. Mais qu'on avance. C'est en tout cas un point d'expérimentation qui peut être regardé, mais tout en assurant les libertés fondamentales, ça veut dire qu'on sache bien où on se trouve. Dernière question, c'est Blanche qui la pose, elle rebondit sur l'Assemblée nationale qui a adopté la mesure qui scolarise les enfants dès 3 ans. Elle nous dit école obligatoire à 3 ans dans une classe de 27 à 30 élèves, résultat fatigue, nervosité chez certains enfants, dépression. Est-ce que vous pensez que c'est là aussi, il ne risque pas d'y avoir des problèmes dans la scolarisation de ces enfants? Moi, je pense que le combat essentiel, c'est l'école. Je reviens toujours là-dessus, mais l'école et la formation. Et que quand on regarde les chiffres aussi, vous avez une inégalité dès le départ. Et notamment sur les enfants non scolarisés à 3 ans, vous voyez que ça concerne des catégories de population qui sont déjà fragilisées sociologiquement, si j'ose dire, avec 3 paires de guillemets. Et donc, cette mesure, elle permet justement d'assurer l'égalité. Après, il faut continuer à travailler sur les doublements des classes. Oui, mais je signale juste que... Mais on a les moyens de le faire. Le budget, on se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire que le budget de l'éducation nationale, 50 milliards d'euros, c'est un budget record, qu'on a dédoublé les classes, on avait dit que ce n'était pas possible, on l'a fait, vous savez pourquoi on l'a fait? C'est notre méthode, on fait ce qu'on a dit. Et puis que concrètement, il faut continuer à avancer, parce que c'est là que ça se joue, c'est dans les familles et dans les écoles primaires. Merci Florian Bachelier, merci. Député d'Ille-et-Vilaine et premier questeur à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions, à vos questions, chers internautes, avec Jérémy Pontieux qui était aux commandes. Et à demain, si vous le voulez bien.